Par un après-midi de samedi, à la fin de février 2026, un drone iranien a déjoué les défenses antiaériennes de l'un des littoraux les plus protégés au monde. Il a frappé le parvis de l'hôtel Fairmont Palm à Dubaï. Ce complexe 5 étoiles, bâti sur l'île artificielle, symbolisait la richesse et l'ambition des Émirats arabes unis. 4 personnes ont été blessées. Un client a raconté plus tard avoir entendu ce qui ressemblait au bruit d'un moteur à réaction, puis un éclair et enfin le silence. Ce drone a fait bien plus qu'endommager un hôtel de luxe. Il a révélé un secret exposé aux yeux de tous. L'Iran et les Émirats arabes unis appartenaient à la même alliance, le bloc du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Il était présenté comme le contrepoids montant à la puissance américaine, le socle d'un nouvel ordre multipolaire. Pourtant, un membre tirait sur un autre dès le premier jour de la guerre. La version officielle évoque un accident tragique. La vérité est tout autre. L'effondrement de ce groupe n'était pas une surprise, ce n'était pas un accident. Pour plusieurs gouvernements, c'était là tout l'objectif. Pour comprendre ce qui s'est passé dans la cour de cet hôtel, il faut remonter à 2024. Ce fut l'année où l'alliance formée à l'origine par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud a ouvert ses portes. L'Iran y est entré, les Émirats arabes unis également, puis vinrent l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Indonésie. D'un seul coup, le bloc a presque doublé de volume. Il affirmait désormais représenter 45% de la population mondiale. Il pesait aussi environ 36% de la production économique globale. Les communiqués de presse étaient triomphants. La Russie y voyait la naissance d'un nouvel ordre mondial. La Chine parlait de briser enfin la domination du dollar. Les dirigeants du Sud global affirmaient qu'ils ne recevraient plus de leçons de Washington. Pour les téléspectateurs qui suivaient les nouvelles cet automne-là, l'histoire semblait basculer sur ses gonds. Mais derrière les sourires de façade, quelque chose de plus sombre se préparait. 3 des 5 membres fondateurs, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, s'étaient discrètement opposés à cette expansion. Ils craignaient qu'intégrer trop de pays, trop vite, avec des intérêts trop divergents, ne finissent par rendre le bloc inutile. La Chine et la Russie sont passées outre. Pékin voulait les producteurs de pétrole, Moscou cherchait une couverture diplomatique. Les deux recherchaient en la démesure. Plus le groupe était vaste, plus les titres de presse étaient impressionnants. Ce que personne ne mentionnait en public, c'était le problème évident présent à la table des négociations. L'Iran et les Émirats arabes unis n'étaient pas seulement des pays différents, ils étaient des ennemis stratégiques. L'Iran s'était défini par son opposition aux États-Unis depuis la révolution de 1979. Les Émirats s'étaient imposés comme l'un des alliés les plus proches de l'Amérique dans la région. Ils accueillèrent des bases militaires des États-Unis, ils achetèrent des armes américaines et en 2020, ils ont signé les accords d'Abraham avec Israël. L'Arabie saoudite portait les mêmes contradictions, tout comme l'Égypte. On ne met pas des chats et des chiens dans la même pièce pour appeler cela un club canin. On ne place pas l'Iran et les Émirats dans la même alliance en y voyant un contrepoids à quoi que ce soit. À moins, bien sûr, que vous ne souhaitiez que cette alliance échoue. Pendant un temps, les contradictions sont restées enfouies sous des communiqués polis et des photos de groupe. Puis, en janvier 2026, les premières fissures sont apparues. L'Afrique du Sud a organisé des manœuvres navales conjointes au large de la ville du Cap sous la bannière de la coopération du bloc. La Chine a envoyé un destroyer. L'Iran a fait de même, la Russie a envoyé une corvette, les Émirats arabes unis en ont dépêché une également. L'image était saisissante, des navires de guerre iraniens et émiriens partageant un même port, prétendant être des partenaires. Et l'Inde n'est pas venue. New Delhi, qui assure la présidence du groupe cette année, a publié une déclaration glaciale. Elle précisait que l'exercice n'était pas, selon elle, une activité officielle de l'Alliance. Le Brésil n'est devenu qu'en tant qu'observateur. Les fissures n'étaient plus des fissures, c'était des canyons. Ce qui se passait en coulisses était encore plus révélateur. L'Inde subissait une pression colossale de la part de Washington. Le président Donald Trump, de retour à la Maison-Blanche et plus combatif que jamais, avait imposé des droits de douane de 50% sur les marchandises indiennes. C'était le taux tarifaire le plus élevé appliqué à n'importe quel pays au monde. Le message était sans équivoque: choisissez vos amis avec soin. L'Inde a choisi les 25 et 26 février, quelques jours seulement avant la guerre. Le Premier ministre Narendra Modi s'est envolé pour Jérusalem. Il s'est exprimé devant le Parlement israélien. Il a déclaré devant l'Assemblée que l'Inde se tenait aux côtés d'Israël avec fermeté pour le présent et pour l'avenir. Il a signé des accords de défense concernant l'armement et l'intelligence artificielle. Rappelons qu'Israël destine environ 40% de ses exportations d'armes à l'Inde. Ces deux pays ne sont pas de simples partenaires. Ils sont profondément liés l'un à l'autre.
48 heures plus tard, les États-Unis et Israël ont lancé leur attaque coordonnée contre l'Iran. La campagne s'appelait Opération Epic Fury. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué en l'espace de quelques heures. Plus de 550 autres Iraniens ont péri, dont plus de 160 enfants. L'Iran, décapité et humilié, a riposté de la seule manière possible. Des milliers de missiles et de drones ont visé chaque base américaine. Ils ont ciblé chaque monarchie du Golfe et chaque symbole de l'alignement occidental à portée de tir. Les missiles iraniens sont tombés à Bahreïn. Ils ont frappé le Koweït, le Qatar, l'Oman et l'Arabie Saoudite. Et par-dessus tout, ils ont frappé les Émirats arabes unis. Durant les semaines suivantes, les Émirats ont intercepté plus de 500 missiles balistiques et plus de 2000 drones. Certains ont passé les défenses. Les réservoirs de carburant de l'aéroport international de Dubaï ont pris feu. Le Burj Al Arab, sans doute l'hôtel le plus célèbre du monde arabe, a été touché par des éclats. Le port de Jebel Ali, le port le plus actif du Moyen-Orient, a brûlé. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'Iran attaquait ouvertement et directement chaque pays du Conseil de coopération du Golfe. Deux de ces nations, les Émirats et l'Arabie Saoudite, siégeaient pourtant dans la même alliance que l'Iran. Le bloc censé défendre le Sud global voyait désormais ses propres membres tenter de s'entretuer. Qu'a donc fait l'Alliance? Rien. 12 jours ont passé, aucun communiqué conjoint, 20 jours ont passé, toujours rien. Un mois s'est écoulé. En juin 2025, ce groupe avait condamné les frappes israéliennes sur l'Iran. Il l'avait fait en quelques heures par un communiqué unifié. Il ne parvenait plus maintenant à produire une seule phrase faisant l'unanimité. L'Inde, qui assurait la présidence, a simplement laissé le silence s'installer. Les lignes de fracture étaient parfaitement visibles. La Russie et la Chine ont condamné l'attaque américaine et israélienne. Le Brésil s'est joint à elle. L'Inde a limité ses déclarations publiques à la protection de la navigation indienne dans le détroit d'Ormuz. Les Émirats ont condamné l'Iran. L'Égypte et l'Indonésie penchaient pour une critique des représailles iraniennes. L'Afrique du Sud a tenté de défendre des principes sans nommer personne. Elle a fini par donner l'impression de lire un manuel de droit. Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump aurait confié à ses conseillers une chose simple. Si ces pays tentaient vraiment de s'unir, cela se terminerait rapidement. Les faits lui donnaient raison en temps réel. Posez-vous maintenant la question que presque aucun analyste n'ose poser à voix haute. Un bloc associant le premier exportateur mondial d'islamisme révolutionnaire aux partenaires arabes d'Israël le plus fervent, était-ce vraiment une tentative d'unité sérieuse ou s'agissait-il de toute autre chose? Observez ce que cet élargissement a produit dans les faits. Il a certes permis à la Chine et à la Russie de remporter une victoire d'image en 2024, mais il a surtout offert à Washington un cadeau inespéré. Désormais, chaque contradiction interne au sein de l'Alliance devenait un levier actionnable par les États-Unis. Des taxes douanières sur l'Inde, des contrats de défense avec les Émirats, des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, des menaces de sanctions sur l'Afrique du Sud, une pression commerciale sur le Brésil. Chaque membre pouvait être isolé. En effet, le bloc ne disposait d'aucun mécanisme de défense collective. Ce mode opératoire est bien plus ancien que cette alliance. L'Empire britannique l'a perfectionné en Inde et au Moyen-Orient. Réunissez des rivaux dans la même pièce, incitez-les à vous choisir comme arbitre, puis éclipsez-vous lorsque le bâtiment s'embrase. La France a utilisé le même procédé en Afrique de l'Ouest. Les États-Unis l'appliquent en Amérique latine depuis plus d'un siècle. En diplomatie, cette technique porte un nom: diviser pour mieux régner. Cela ne requiert pas forcément un comploteur actif. Parfois, il suffit de laisser vos ennemis inviter leurs propres adversaires à dîner. Le repas fait alors le travail à votre place. Que ce soit intentionnel ou le fruit d'une erreur de calcul, le constat reste le même. Cette alliance n'est pas un contrepoids à l'Occident, c'est un conservatoire des contradictions du Sud global. Et ces contradictions sont désormais en train de tuer des gens. Ce qui se passera ensuite déterminera si le monde multipolaire que tant de gens ont prédit verra réellement le jour. 3 scénarios méritent d'être suivis de près. Dans le premier, l'Iran sort de cette guerre brisée. Ses dirigeants sont dispersés, son économie est en ruine, son gouvernement est remplacé par un régime plus acceptable pour Washington. L'Alliance raye discrètement l'Iran de sa liste de membres. Les contradictions s'apaisent. Le groupe recommence alors à publier des communiqués sur les banques de développement et le dollar. L'Alliance survit, mais seulement comme un simple cercle de discussion. Dans le second scénario, la guerre s'éternise, l'Iran continue ses tirs vers le Golfe, les Émirats et l'Arabie Saoudite se retirent officiellement du bloc, sans doute pas de manière définitive, mais ils signalent qu'ils ne prennent plus le groupe au sérieux. L'alliance se réduit alors à ses 5 membres d'origine. Le rêve d'un Sud global unifié s'éteint en silence.
Il laisse place à un enchevêtrement d'accords bilatéraux entre des pays qui ne croient plus en aucune structure élargie. Dans le troisième scénario, celui que les esprits portés vers le complot soupçonnent déjà, nous assistons à un démantèlement coordonné. L'élargissement était le piège, la guerre était le déclencheur, l'éclatement est le résultat. La phase suivante sera l'absorption lente des monarchies du Golfe, de l'Inde et peut-être même de l'Afrique du Sud. Ils seront intégrés dans une nouvelle architecture économique dirigée par les États-Unis. Un système qui fera passer l'ancienne alliance pour une expérience désuète issue d'une décennie plus naïve. Quel que soit le scénario qui vous semble le plus plausible, un fait est désormais indiscutable. Ce bloc devait défier le dollar et remplacer la Banque mondiale. Il devait briser l'emprise de Washington sur le système mondial. Pourtant, il ne parvient même pas à s'accorder sur un communiqué de presse alors que deux de ses membres s'entretuent. La question n'est plus de savoir si l'alliance s'effondre, la question est de savoir qui, en fin de compte, profite de ces décombres, et la réponse se trouve peut-être déjà dans le bureau ovale avec le sourire.